Thomas Gomard, bonjour. Bonjour Yvan Best. Vous êtes directeur de l'IFRI et vous allez analyser aujourd'hui pour Xerfi la situation politique européenne. Première question que j'aurais envie de vous poser, tout simplement, c'est celle des conséquences de l'arrivée des populistes au pouvoir en Italie. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant au niveau européen avec ce nouveau gouvernement italien ? Bon, d'abord, le terme populiste recouvre des réalités très différentes. Et dans le cas italien, ce qui est frappant, c'est le caractère très hétéroclite de cette coalition entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Je crois qu'il y a deux choses d'ores et déjà visibles. La première, c'est que l'Italie va évidemment être très rigide désormais sur les questions migratoires, puisqu'elle considère avoir été laissée seule par les partenaires européens en première ligne par rapport à l'afflux de migrants. Et d'une certaine manière, l'élection est le résultat de cette situation, c'est-à-dire une situation qui n'a pas été gérée de manière solidaire par les Européens. Et l'exemple que nous avons tous en tête, c'est celui récent de l'Aquarius, dont l'accès au port italien a été refusé. Et puis la deuxième chose, également très structurante, c'est évidemment l'attitude que les autorités italiennes vont prendre par rapport à leur plan très difficile à suivre, à déchiffrer en termes économiques, avec un niveau de dette publique qui est de l'ordre de 130% du PIB et qui donc menace la stabilité de la zone euro. Et je crois que c'est évidemment dans les prochaines semaines que l'on va voir à la fois la volonté réelle de cette coalition de mettre en œuvre son programme et puis la réaction des partenaires européens. On sera sans doute entre les deux. Tout le plan ne sera pas mis en œuvre, mais une partie qui peut provoquer des réactions assez fortes au niveau de Bruxelles. C'est probable parce que l'économie italienne est la troisième de la zone euro, c'est un des membres fondateurs. Et puis effectivement, il y a des effets aussi de corde de rappel d'une certaine manière par Berlin, dans une moindre mesure par Paris, de la nécessité d'observer une certaine orthodoxie budgétaire. Où en est l'Europe un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir? Mais Emmanuel Macron qui promettait de renouveler, révolutionner l'Europe, quel premier bilan peut-on faire? Bon, d'abord, je crois qu'Emmanuel Macron, c'est un peu une forme d'exception. C'est-à-dire que l'on a lu son élection comme le début du reflux de la vague populiste après le Brexit, l'élection de Donald Trump. En réalité, après son élection, on a eu les élections en Allemagne qui ont envoyé 90 parlementaires de l'AfD au Parlement allemand. Nous avons eu les élections en Autriche, les élections en Hongrie et les élections en Italie, qui montrent qu'en réalité, il est très difficile aujourd'hui d'être élu en Europe sur un discours pro-européen. Un discours que le président Macron continue à tenir et qu'il a développé dans un certain nombre de discours. Il a fait 4 grands discours sur l'Europe qui délimitent un cadre, mais nous sommes aujourd'hui à la veille du prochain Conseil européen et évidemment la grande question, c'est de savoir quelle va être la réponse de l'Allemagne aux différentes propositions françaises, en particulier pour ce qui a trait à la zone euro, pour ce qui a trait à un budget commun d'investissement, et puis également pour ce qui a trait aux ambitions en termes d'autonomie stratégique européenne. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a une ambition française, mais aussi une forme de solitude française si les partenaires européens, et en particulier l'Allemagne, ne prennent pas la balle au bond. Il y avait un peu un pari d'Emmanuel Macron. Ce qui est tout à fait explicite de sa part, c'est de dire si les Européens veulent préserver leur souveraineté, il faut qu'ils pensent en termes de souveraineté européenne, c'est-à-dire que sinon, ils deviendront à l'échelle du monde, face à la Chine, face aux États-Unis, des poussières d'États. Et donc, c'est par une sorte de mise en commun que les Européens peuvent avoir la taille critique nécessaire pour continuer à être non pas objet, mais sujet de la mondialisation. Justement, quels sont les défis de l'Union européenne à court et moyen terme? Bon, je crois qu'à court terme, on l'a dit en introduction, c'est évidemment l'unité et de savoir si l'avènement de ces gouvernements comme celui que nous avons en Italie va permettre de continuer à travailler ensemble ou au contraire, si ça va accélérer une sorte de désunion. Le deuxième sujet de très court terme, c'est la question migratoire qui est aujourd'hui brûlante, puisque si on se retrouvait, je pense, dans une situation comme celle qu'on a connue en 2015, eh bien, les pays européens seraient très probablement désunis. Et donc, d'arriver à harmoniser le droit d'asile et aussi de prendre le contrôle des flux migratoires, c'est-à-dire d'avoir une politique coordonnée en la matière, est une urgence absolue. Puis après, à moyen terme,
Il y a effectivement la stabilité de la zone euro, et puis il y a des sujets plus industriels, à mon avis, sur lesquels il faut être à nouveau ambitieux. Je pense au spatial européen, puisque cette industrie est aujourd'hui directement challengée par des nouveaux acteurs, notamment par le New Space américain, alors que c'est une des grandes réussites européennes. C'est une force européenne. Absolument, au même titre que l'aéronautique civile ou militaire. Et donc je pense qu'à moyen terme, c'est la capacité aussi de l'Europe à trouver des segments sur lesquels sa puissance commerciale peut s'asseoir sur une puissance industrielle. Dans cette politique européenne. Eh bien, Thomas Gomard, merci pour cette analyse à la fois politique, économique et prospective. À bientôt. Merci.